J'étais avec le père de Cécile, venu nous voir une fois encore au cousin. Nous marchions sur le rebord de la route. Nous étions allés tout doucement vers la route de la Creuse au poteau. Il faisait de petits pas. Il avait une canne et de l'autre main, il essayait de me tenir. Nous étions partis sans les chiennes. Cécile était restée à la maison. Il était de plus en plus renfermé. Pendant notre promenade, nous nous disions quelques mots, tout était haché. Son vocabulaire s'était extrêmement appauvri. Il me parlait quelquefois en mélangeant du yiddish. Il ne se rendait plus compte des langues qu'il utilisait. Sur la route du poteau, route plate, pas fréquentée, nous avancions. Nous nous sommes dirigés vers un pré, là où je savais que les hommes avaient coupé des arbres peu de temps auparavant. Nous ferions tranquillement une halte. Je l'ai conduit jusqu'au tronc d'arbre et lui ai dit, nous faisons une pause, nous restons là un petit moment, le temps que vous puissiez reprendre un peu, et nous reviendrons à la maison. Jules, vivre comme vous vivez à Paris, seul et à l'âge que vous avez, croyez-vous que ce soit ni bien ni prudent, mais que ce soit possible encore longtemps? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur? Non, je vous ai posé une question, peut-être qu'elle vous semble dépassée, ou... Je ne peux aller nulle part. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est vous qui dites que vous ne pouvez parce que vous ne voulez pas. Nous avons tous des habitudes. Il est tout à fait sûr qu'un homme à votre âge a gardé, en tous les cas, les habitudes principales qui, toute sa vie, l'ont porté, maintenu. Ce qui vous ferait peur, enfin ce qui vous déplairait, au fond ce que vous refusez, ce serait de quitter cet appartement au 5e étage où vous vivez seul, duquel vous ne sortez que 3-4 fois par semaine, pour faire vos commissions, bourrer votre frigidaire, ne plus bouger de chez vous. Il y a de quoi... Mais il y a de quoi ne plus pouvoir croire à... À quoi voulez-vous qu'on croie à mon âge? À mon âge, on ne devrait plus être là. Mais puisque vous êtes là, puisque vous pouvez encore marcher, puisque vous pouvez encore un peu lire le journal, entendre quand on vous parle, avoir un certain plaisir à vous nourrir. J'ai aucun plaisir à me nourrir. Ben vous en avez quand même, vous préférez tout de même tel plat à tel autre. Non. Ben si je vous donnais des frites, vous ne les mangeriez pas. Vous diriez, je n'en ai jamais mangé, je ne vais pas commencer maintenant. Donc vous préférez des plats. Donc vous avez une habitude de nourriture, et cette habitude de nourriture fait que vous avez peur maintenant de la perdre. Nous en parlons souvent avec Cécile. Elle me dit, j'ai toujours peur que mon père ait un malaise là-haut, et que personne ne me prévienne. Je le vous déjà dit. Je sais, vous me l'avez déjà dit. Mais pourquoi risquer d'avoir un malaise, quelquefois très petit, qui pourrait être réglé avec une intervention, disons, très rapide, qui ne bouleverserait pas du tout votre vie, qui ne vous handicaperait pas? Pourquoi ne pas envisager ou ne pas imaginer un jour que vous avez 90 ans? À 90 ans, un homme seul au 5e étage dans une maison? Moi, j'y crois pas. Avec ma mère, avec votre mère, monsieur, c'est autre chose, c'était votre mère. Moi, je suis le père de Cécile, et je n'ai pas de fille. Ouais, bien sûr, ça aussi, ça vous arrange de le dire. Je crois pourtant que nous devrions en parler tous les trois,
Peut-être pourriez-vous vous rapprocher de nous, pour mourir comme votre mère est morte. Ben, vous savez, ma mère devait mourir. Moi, je dois mourir. Vous avez peur de la mort. Non, je dis que je devrais être mort. Je devrais être mort, c'est être déjà passé dans la mort. Mais c'est le passage de la mort qui vous fait peur. C'est parce que vous êtes trop seul. Vous retournez trop de choses dans vos têtes. Oh, je retourne plus de choses dans ma tête. La vie avec moi, elle a été terrible. Oui, mais vous continuez à les retourner. Personne ne vous empêchera de le faire. Mais si si le matin vous deviez, par exemple, vous lever, être, être à l'aise dans un endroit, et puis que, ou bien vous prendriez votre petit déjeuner tout seul, comme vous le voulez, dans votre pièce, dans votre petit appartement, dans votre petit studio, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Mais ensuite, vous iriez vous promener, parce que la maison serait de plein pied avec le parc, avec la rue. Vous pourriez très bien avoir une maison dans laquelle vous vivriez et qui serait dans une petite ville. Vous iriez chercher votre journal, vous rencontreriez des gens. Ça serait tout à fait différent de ce que vous vivez. On pourrait trouver une maison où il y aurait des juifs. Je ne veux pas aller dans une maison où il y a des juifs. Il me semble pourtant que si vous alliez dans une maison où les gens parleraient le yiddish, le russe ou l'allemand, ça ne serait pas pour vous non seulement pesant, mais je suis certain que vous y trouveriez certaines satisfactions ou certains plaisirs. À mon âge, on n'a plus envie de rencontrer des gens. Oui, les gens, sans doute. Mais enfin, vous trouvez à midi à une table de 4, c'est tout de même mieux que de vous trouver tous les jours, pendant des mois, pendant encore des années. Je ne vivrai pas des années, monsieur. Ça, vous n'en savez rien. Vous avez une santé encore bonne. Vous êtes en train de l'user, de la raboter, parce que vous vous braquez. Il y a autour de Paris plusieurs maisons tenues par des juifs, et où des juifs sont même plus jeunes que vous, qui ne sont ni aveugles, ni sourds, ni boiteux, ni dans des fauteuils, qui marchent, qui sortent, qui boivent, qui mangent, qui fument des cigarettes, qui écoutent de la musique, qui regardent les autres. Croyez-moi, je ne vous donne pas, non pas un mauvais conseil, je ne vous tends pas quelque chose d'empoisonné. N'allez pas vous imaginer que l'on ait envie de... C'est pas parce que vous serez ailleurs. Nous en avons parlé avec Cécile. Ah oui, vous parlez de moi comme ça. Mais oui, nous parlons de vous. Nous nous disons, mais il faudrait que tout le temps où mon père serait, voilà, disons, à l'abri dans une maison où on serait sûr que vous serez, eh bien que vous seriez comme surveillé. Il y aurait, matin et soir, autour de vous une personne. Moi, je vais vous dire, monsieur, chez moi, dans ma famille, les vieux allaient chez les enfants. Ah, et ben ça, autant que vous le sachiez, et d'ailleurs vous le savez, oh, je le sais très bien, jamais ma fille ne voudra que je vienne chez elle, et il faut aussi savoir que moi, je ne viendrai jamais chez elle. Je viens une fois pendant 15 jours, 3 semaines. C'est beaucoup pour moi. Ça me fatigue beaucoup plus que quand je reste tout seul à Paris. Ah ben écoutez, vous n'avez pas trop changé. La dernière fois, pourtant, quand on s'était vu, il me semblait qu'on avait pu bien se comprendre, parler, voilà, se dire même des histoires. Je me souviens que vous m'aviez raconté, dans le traîneau, Non, jamais raconté ça, moi. Mais si, vous étiez dans un traîneau, vous aviez manqué mot. Non, jamais. Bon, enfin, ne parlons pas de ce que nous nous étions dit. Parlons plutôt maintenant. Vous pourriez être... Je continue parce que j'y crois, j'y pense. Ma mère a passé 2 ans et si elle n'était pas tombée, et elle aurait pu aussi bien tomber à Paris qu'ailleurs, même ici, même vous pouvez tomber ici, on peut tomber partout. À son âge, ça n'a pas pardonné. Mais si elle n'était pas tombée, au lieu de disparaître à 82, je vous assure qu'elle serait encore aujourd'hui vivante. Ah oui, qu'est-ce que vous vouliez qu'il lui arrive? Le médecin me disait qu'elle avait un bon cœur, bon, de temps en temps, elle perdait un petit peu les pédales. Mais ça n'emmenait pas très loin. Elle aurait tenu, elle mangeait, elle dormait, elle marchait.
Qu'est-ce que je fais de plus? Je mange, je dors, je marche, et j'ai encore de l'intérêt à dessiner, encore de l'intérêt à lire. Qu'est-ce que vous faites de plus ou de moins? Vous mangez, vous marchez, vous dormez, vous avez encore un certain intérêt à lire. Vous lisez votre journal, je ne vous parle pas du journal. Vous m'avez bien demandé de lire tout de même l'autre jour Gogol, je vous l'ai donné, en russe. Donc vous lisez Gogol en russe. Vous avez encore un certain plaisir, même si c'est du souvenir, même si ça vous rappelle, c'est en tous les cas ça. Vous auriez ça, mais en mieux, si vous étiez avec les autres. Vous pourriez lire et parler de ce que vous avez lu avec un autre. Je veux parler avec personne. Vous dites tout le temps, je veux parler avec personne. Je suis comme ça. Ça fait ça comme ça. Ah, ça y est, on va recommencer avec ça fait ça comme ça. À chaque fois, ça je l'ai remarqué, que vous dites ça fait ça comme ça, c'est que, toc, le passage à niveau se ferme. C'est terminé. Vous n'allez plus entendre parler de rien. Je sais pas. Eh ben ça, je l'ai remarqué. Arrêtons de parler. Revenons à la maison. Je vais dire à Cécile que je vous ai un peu entretenu de ce que nous souhaiterions pour vous. Et on irait vous voir. L'appartement resterait à votre disposition. Vous pourriez revenir, je prendrais la voiture, j'irais vous chercher. Et puis on viendrait rue de la Comète, au 5e étage, il n'y aurait personne dedans. Même pas nous. Nous, on vit ici, au Cousin. On ne vit pas à Paris. Peut-être qu'en venant une fois ou deux par an à Paris, on dormirait chez vous. Mais c'est ce que Cécile fait de temps en temps, quand vous voulez bien qu'elle vienne chez vous. J'ai toujours voulu qu'elle vienne chez moi. Non, vous n'avez pas toujours voulu qu'elle vienne chez vous. Ma fille, quand elle vient chez moi, c'est seulement pour le soir venir à 9h30, parler 5 minutes et aller se coucher. Le lendemain matin, quand elle part, moi je suis encore en train de dormir. Je ne sais pas si c'est vrai. Je crois que Cécile, elle rentre plus tôt que vous le dites. D'abord, je ne vois pas ce qu'elle ferait après 8h. Vous savez, les gens avec qui elle doit parler sont des gens qu'elle ne voit plus au-delà de 8h. Sauf une fois, peut-être, elle rencontre un ami ou une amie. Elle vient vous voir, je crois que vous lui avez dit la dernière fois, enfin c'est elle qui me l'a dit, vous pourrez me dire si c'est vrai ou pas. Je ne crois pas que votre fille mente. Vous étiez en train de parler tous les deux dans la salle à manger. Vous étiez d'un côté de la table et elle de l'autre. Et il paraît que tout à coup, en plein milieu d'une phrase qu'elle vous disait, vous vous êtes levé, vous avez dit « Maintenant j'en ai assez, je suis fatigué, il faut que je me couche. » Et vous êtes parti vous coucher. Je sais pas, je ne me rappelle pas. Non, vous vous en rappelez pas, mais Cécile me l'a dit en rentrant. Je ne vais pas vous dire qu'elle était comme ci, comme ça. Enfin bon, ça, c'est autre chose. C'est pas la première fois que ça se produit. Je me dis que, et elle se dit, et je ne suis pas, et elle n'est pas la seule à penser comme ça, c'est le mode de vie que depuis des années vous avez eu, mais à votre âge, ça ne peut plus tenir. Tant que vous pouviez sortir comme vous le vouliez, pourquoi pas? Mais là, vous ne sortez plus. Je peux pas. Ben oui. Alors vous descendez en tenant la rampe de peur de tomber. Vous avez votre canne dans une main, la rampe dans l'autre. Vous arrivez dans la rue de la Comète. Vous faites 50 mètres, vous allez à droite chercher votre pain, à gauche votre journal et votre beefsteak. Et puis voilà. Et la fois d'après, la même chose, plus des légumes, quelques fruits. Puis vous vous foutez dans votre fauteuil et puis c'est fini. Oui, c'est exactement comme ça. Mais ne croyez pas, nous, ça nous ennuie, mais ça ne nous fera pas changer de pensée. Il y a une autre manière de... Je vous le dis même très franchement, il y a une autre manière de finir sa vie. Une toute autre manière. Vous n'avez pas réussi, et je me demande si vous réussirez. Par exemple, ce que nous nous disons là, ce que nous nous étions dit la fois d'avant. Jamais avec Cécile, vous n'avez pu l'obtenir. Jamais. Le courant n'est jamais passé. Vous dites j'aime ma fille, elle m'aime pas. Elle dit j'aime mon père, il n'a pas pu m'aimer. Vous vous rendez compte où vous en êtes? Alors que ça veut dire quoi? Que vous auriez eu envie tous les deux, puis que ça ne s'est pas fait. Ça, c'est à cause de ma belle-sœur. Oh, écoutez, laissez la belle-sœur là où elle est maintenant. Hein. Elle aussi, elle commence à rudement vieillir. Oh oui, mais elle, vous savez, elle a une santé, elle tiendra, elle nous enterrera tous. Bon, on parle de vous. On parle de vous. Je viendrai à Paris. Je vais vous raccompagner. Non, comme la dernière fois, je vais rentrer tout seul.
Non, là, ça devient vraiment de l'imprudence. Je sais que vous ne prendrez jamais de taxi, que vous allez vouloir prendre le métro, changer à la meute Piquet, enfin, de la folie. À 90 ans, se balader dans le métro avec un petit sac et une canne, non, non. Et ensuite monter chez soi, redescendre, faire les commissions, non. Je vais avec vous, mais je viendrai vous revoir. On en reparlera. Là, si vous le voulez, si vous désirez continuer, moi je suis pour. Mais sinon, nous reparlerons de tout ça à Paris dans 15 jours, dans 3 semaines. Je dois aller à Paris et vraiment, je voudrais passer un bon moment avec vous. Un long et bon moment avec vous. Et qu'est-ce que vous voulez me dire? Je veux parler comme nous avons parlé maintenant, reprendre cette discussion et vous amener à dire oui, peut-être, peut-être. Que vous disiez même oui dans quelque temps. Je ne vous dis pas de dire oui tout de suite. Vous voulez vous débarrasser de moi? Ah non, pas du tout. Ah non, vous savez... Enfin, vous montrez bien que vous ne me connaissez pas. Rentrons. Nous sommes revenus. En cours de route, il a pleuré. Je lui ai dit, mais il ne faut pas pleurer pour ce que je vous ai dit. Je ne pleure pas pour ça. Vous pleurez parce que vous vous dites quelque chose qui vous fait souffrir? Être vieux pendant 50 ans, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, monsieur. Et puis, oui, je vous écoute. Ça fait ça comme ça. Ah, ça y est, à nouveau, boum. Le train passe, le passage à niveau se referme. Et puis quoi? Et puis, toute une vie sans personne à côté de vous. Ouais, je crois qu'il ne faut plus tellement penser à ça, Jules. Vous m'auriez dit ça il y a 20 ans, vous me l'avez dit il y a 20 ans, je vous avais répondu à ce moment-là, rien ne vous empêche de rencontrer, de voir, sauf ce tempérament que vous avez. Un tempérament à la fois de solitaire, et puis aussi quelqu'un qui a été blessé dans sa vie. Vous avez été blessé. J'ai été blessé, j'ai perdu ma femme, ça a été pour moi la fin de tout. Ah non. Il y avait votre fille et il ne s'est jamais rien passé. Mais ma fille, elle a été élevée par ma belle-sœur et ma belle-sœur l'a élevée contre moi. Vous ne pourriez pas un peu oublier tout ça, mettre ça sur le côté, vous dire il y a peut-être une autre façon. Les années qui me restent à vivre, je pourrais les passer autrement. Vous pourriez vous dire ça. Vous pourriez faire l'effort à votre âge. On ne fait pas beaucoup d'efforts. Mais tenter quelque chose. Vous dire si ça se trouve, Cécile m'aime. Au fond, vous savez que Cécile vous aime. Cécile n'est pas une fille à... Je ne sais pas moi, à rancœur. Rancœur pourquoi? Ah écoutez, à force de parler comme vous le faites, à force de parler comme le fait votre belle-sœur, elle n'est pas marrante non plus, elle. Vous finissez tous les deux par oublier complètement que Cécile existe. Or, Cécile existe. Cécile existait il y a 50 ans. Vous vous battiez votre belle-sœur et vous par-dessus la tête de Cécile, mais elle en dessous. Elle recevait les épluchures, les postillons de vos engueulades. Quand elle a eu 10 ans, c'était pareil. Quand elle en a eu 15, c'était pareil. Pendant l'occupation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est occupée et de sa tante et de son père. Vous l'avez chassée, vous étiez dans un château pas mal, à bouffer pas mal. Elle était sur les routes, elle se planquait dans des granges à droite à gauche. La tante, elle vivait cachée. Et encore quand elle se voyait, c'était sans doute pour taper sur vous. Et vous, quand vous voyiez votre fille, une fois ou deux qu'elle était venue, elle vous avait bien porté une fois une carte d'identité. Comment est-ce que vous l'aviez reçue? Pars, ma fille, ne reste pas là. Pourquoi? Pourquoi ne reste pas là? Elle avait sa place aussi dans le château. Non. Si vous allez dans cette direction-là, je vous dirai très franchement ce que je pense. Je viens de vous le dire d'ailleurs, en partie. N'oubliez pas, jusqu'à la fin de votre vie, que vous avez une fille. J'en ai dit autant à votre belle-sœur. Je lui ai dit une fois, n'oublie pas, il y a une fille qui est là. Vous avez vraiment fait de saloperies sur son dos. Vraiment. Vous n'avez pensé qu'à vous, l'un et l'autre. Elle vous détestait, vous la détestiez. Mais la fille, dans le milieu, vous ne vous êtes jamais demandé si elle était tombée malade, d'où est-ce que les choses pouvaient provenir. Elle vivait mal. Ma fille, elle vivait ici, elle ne savait pas manger ni rien. Elle ne savait pas manger. Pendant la guerre, sous l'occupation, quand on est sur les routes, on ne sait pas manger. Non, je crois que là, vous exagérez, Jules.
n'allez pas remuer ça parce que ce n'est pas l'avantage de tout le monde. Cette fille, elle s'est débattue. Elle s'est débattue contre vous, avec vous, même pour vous sauver tous les deux, et vous êtes encore en train de taper sur le dos de votre fille. Et votre belle-sœur peut encore pas s'empêcher, quand elle vient la voir, de lui faire des réflexions, des remontrances, des engueulades. Vous ne savez pas, monsieur, la vie que j'ai eue. Je me doute que votre vie a été quelque chose d'extrêmement dur. Je m'en doute. Et je n'ai pas eu de femme, monsieur. Je n'ai pas eu de femme, vous n'êtes pas resté sans femme pendant 50 ans, ne racontez pas ça. Mais vous auriez pu, si c'était votre désir, vous auriez pu rencontrer une personne. Vous auriez pu le faire. Non, non, moi je sais ce que vous avez fait. Vous ne vouliez pas toucher au petit tas de fric que vous aviez, parce que c'est bête comme chou. Toute votre vie, vous avez fait des petites économies en pensant à votre vieillesse, en vous disant « personne ne pense à moi, il faut que je pense à moi ». C'est possible. C'était une option, comme on dit. Mais vous n'avez jamais pensé à votre fille. Hein. Vous vous êtes dit, elle se débrouillera. Alors quand elle m'a rencontré, elle s'est débrouillée. Vous étiez gentil, vous étiez là, etc. Bon, d'accord, ça ne s'est pas mal passé, mais vous avez continué à faire des petites économies. De temps en temps, vous donniez un petit peu de fric à votre fille. Très bien, moi je trouve très bien. Mais vous n'avez dans votre vie pensé qu'à vous, et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de femme. Je ne vous dis pas que vous auriez pu rencontrer une deuxième femme comme votre femme et que tout aurait recommencé de façon... non. Je crois que ces choses ce qui vous est arrivé n'arrive qu'une fois. Mais vous auriez pu. Alors le regret que vous semblez avoir, ce que vous voulez m'apprendre, c'est-à-dire toute ma vie je suis resté seul, j'ai pas eu de femme, je vous dis, vous auriez pu en avoir une. Pourquoi n'en avez-vous pas eu une? Moi je ne le sais pas. Vous m'avez dit une fois que vous avez rencontré une femme dont le mari était malade. Ah oui. Quand le mari est mort ou quand le mari était déporté, parce que je crois que c'est ça. Vous auriez pu dire à la femme de venir chez vous. Pas question. Pas question. C'est vous. Il faut vous accepter comme vous êtes. Et maintenant, ça, c'est terminé. C'est fini, c'est vraiment derrière. C'est dans votre dos. Ce qu'il y a devant vous, crevez. Mais pas du tout. Ce qu'il y a devant vous, c'est avant de crever. Moi, je veux bien prendre le mot crever. Ce qu'il y a devant vous, c'est 3 ans, 4 ans, je ne sais pas moi. Votre frère vit encore. Il doit avoir 3 ans de plus que vous, il a 93. Pourquoi n'iriez-vous pas jusqu'à 93? Et comme lui, il va vivre encore au moins 2-3 ans, lui, il n'a pas eu la vie que j'ai eue. Oh, vous savez, il n'y a pas que les gens en mauvaise santé qui meurent, même les gens en bonne santé. Nous sommes revenus à la maison, je suis passé à la cuisine, j'ai dit 2-3 mots à Cécile, et nous nous sommes mis à table. Jules n'a pas desserré les dents. Cécile était tombée dans cette espèce de froid qui l'avait gelé entièrement. Et moi, j'étais là au milieu, les regardant l'un et l'autre, et n'arrivant plus à trouver quelque chose à dire. C'est un des moments où vraiment le faux et le vrai ne jouaient pas pour moi. Il était évident que quand le père de Cécile était passé, j'avais pas envie de travailler pendant un bon moment. Quand il était là, je me forçais, je voulais montrer à Cécile que son père ne me gênait pas trop. Mais à un moment donné, je craquais. Je lui disais, il est quand même lourd le type. Et puis après, on décidait, on va s'occuper de lui autrement. On va aller faire un tour chez les voisins et l'emmener. On va aller faire des commissions à la Châtre et on va le sortir. À chaque fois, ça n'allait pas. C'était toujours autre chose. Vous m'avez laissé là, je ne savais pas où aller, alors les gens ils passaient à côté de moi, ils me bousculaient, c'était pas vrai. Une autre fois, je suis allé chercher un journal, je l'ai installé dans un café. Paraît-il que je lui aurais dit, je viendrai vous chercher. Non, je n'avais pas du tout dit ça. Je lui avais dit, quand vous aurez lu votre journal, quand il sera telle heure, on se retrouvera là, devant. Parce que dans le café, il y a beaucoup trop de monde, je ne vous reverrai peut-être pas. Enfin, on avait convenu de quelque chose. Non. Ou bien une autre fois, venez avec moi, on va faire quelques commissions. Je lui demandais ce qu'il voulait, il montrait une chose, on achetait cette chose, quand on arrivait à la maison, on lui mettait dans l'assiette, il disait ça, je ne peux pas le supporter. Oui, c'est Jules.
Et puis à un moment donné, j'ai regardé Jules et j'ai vu qu'il y avait des larmes qui coulaient sur ses joues. J'ai dit à Cécile, tu ne pourrais pas t'occuper un petit peu des bêtes? Je voulais que Cécile sorte, qu'elle ne le voie pas pleurer et dire à Jules, essuyez vos larmes. Ne faites pas ça devant elle. Mais c'était trop tard. Cécile l'avait vu. Cécile n'a pas voulu lui dire, papa, pourquoi tu pleures? Elle-même, elle s'est mise à pleurer. Que faire? Jules. Je ne peux plus, je ne peux plus. Jules. Parlons. Justement, je crois que le moment est bien choisi. Vous avez envie de pleurer? Je le comprends, mais ça n'est pas ce que nous nous sommes dit tout à l'heure. Je vais dire à Cécile ce que nous nous sommes dit. Ne dites pas à Cécile. Mais pourquoi ne pas dire à Cécile? Tout à l'heure, nous étions ensemble sur la route là-bas, on s'est assis sur des troncs d'arbres, tu vois. Et puis j'ai dit à ton père que, d'après moi, à son âge, il ne pouvait pas continuer comme ça. Il ne pouvait pas. Il sera encore au rez-de-chaussée, bon, ça changerait. Mais il n'ira jamais dans un rez-de-chaussée. Il a ses habitudes et de moins en moins ses habitudes peuvent être respectées. Il ne peut plus sortir, il peut plus... Bon, ça, on en a parlé très souvent. Et je lui ai dit que nous pensions que l'on pourrait... Bon, tu le sais. Il dit non. Je me demande si c'est un non vrai, si dans le fond, il n'aurait pas, de temps en temps, pensé un peu à ça. Vous y avez déjà pensé un peu, Jules? J'ai dit à ton mari que chez nous, les parents venaient chez les enfants quand ils étaient vieux et qu'ils mouraient dans leur lit. Cécile s'est levée. Elle est passée dans la pièce d'à côté. J'ai regardé Jules et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Vous savez que ça n'est pas possible. Et c'est parce que ça n'est pas possible que vous êtes en train de le dire. Vous avez besoin, là, de charcuter votre fille. Vous savez que votre fille, de toute façon, ne pourrait pas tenir. Moi, je suis déjà pesant. Mettons-moi à part. Vous, elle sera tout le temps en train de... On n'a pas de médecin ici sous la main. Il est à 20 kilomètres. Il n'y a rien. Il faut aimer vivre comme nous sommes pour vivre de cette façon-là. Au bout de 15 jours, si vous étiez ici, d'ailleurs c'est ce qu'il arrive à chaque fois, 2 semaines maximum et vous dites je m'ennuie. Quelquefois même 2 ou 3 jours après votre arrivée, c'est je m'ennuie. Je me suis toujours ennuyé partout. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas la solitude, c'est autre chose que la solitude. Vous allez petit à petit vous fatiguer dans la tête et vous n'aurez rien de plus. Quelque temps après, Jules écourtait son petit séjour chez nous et voulait rentrer, rue de la Comète. Je l'ai accompagné. Il était content, soi-disant, de rentrer chez lui. Quand il s'est retrouvé là, il a dit « Dire que vous voulez me retirer de ma maison. » Je ne veux pas vous retirer, Jules, c'est vous qui prendrez la décision. Quand vous sentirez que ce que je vous ai dit semble arriver à échéance, comme on dit bêtement, eh bien on fera ça. Et on ira visiter ensemble telle maison juive ou telle autre maison juive. On ne vous prendra pas comme un paquet pour vous mettre quelque part. Pas du tout, c'est pas un hôpital. Là où était ma mère, ce n'était pas un hôpital. À la fin, quand elle s'est cassée la jambe et la hanche, oui, il fallait bien qu'elle aille à l'hôpital. Personne ne peut rester chez soi avec une hanche et une jambe de cassée. Mais tant qu'on n'a pas ça, et moi, si demain je me casse une hanche, il faut que j'aille à l'hôpital. Et je reviendrai chez moi. Et là, ce n'est pas une hospitalisation, je vous dis. Vous n'êtes pas malade. C'est comme dans un hôtel, mais un hôtel où on resterait beaucoup plus longtemps. Voilà. Il tournait dans son appartement. Il donnait même des petits coups de poing et des coups de pied, ici dans une porte, là dans un frigidaire. Il est venu vers moi, il m'a montré une boîte, il m'a dit « Ça, un jour, je l'avale. » Vous l'avalez pour vouloir mourir. Vous n'êtes pas sûr de mourir avec ça, Jules. Il faut en prendre 10 ou 12, mais pas 14. 14, ça ne fait pas d'effet, ça rend malade et c'est tout. Vous en prenez 10, il n'y en a pas assez ou il y en a déjà une de trop. Vous ne savez pas le nombre qu'il faut prendre.
On est tous au même niveau. Ne vous lancez pas là-dedans. Je suis sûr que quand la porte va être fermée, quand je vais descendre les escaliers, vous allez vous trouver mieux dès que je serai parti. Vous allez même vous dire, ça va, c'est pas vrai, c'est pas comme j'ai dit. Je suis bien moi maintenant ici, je suis chez moi. Voilà ce que vous allez dire. Puis dans 3 jours, vous direz, je suis tout seul, je suis abandonné. Ça ne peut pas aller comme ça. Je suis revenu comme je l'avais promis, 15 jours après. Il m'avait donné une clé pour pouvoir rentrer chez lui, sans avoir besoin de sonner et peut-être même sans le réveiller. Je suis donc arrivé, j'ai ouvert la porte, je suis rentré, traversé le couloir, je suis passé dans la cuisine, il n'était pas là. Dans la salle à manger, il n'était pas là. Je suis allé dans la chambre, il était là, assis dans son fauteuil, en haillons, en vêtements de dessous le corps, qui pendaient à tous les fils. Il a fait un sursaut, un bond, il m'a dit « Comment vous êtes rentré ?» Je dis « Mais vous m'aviez donné la clé. » « Je vous ai jamais donné la clé. »« Ah, vous m'aviez donné la clé en me disant que... » Je ne me rappelle pas. « Oui, vous en rappelez pas, mais il n'y a pas de raison sinon que j'ai cette clé. Je ne vous ai pas volé votre clé. Et je vous avais dit, je viendrai d'ailleurs maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue-là? Je veux mourir. » Jules, on va remettre ça tous les deux. Je suis venu pour vous décider. Il ne faut pas rester ici. Vous allez avoir un problème. Je veux mourir, mais votre problème ne va pas vous faire mourir. Écoutez-moi. Vous avez devant vous des années beaucoup plus calmes que celle-là. Beaucoup plus calmes. Qu'est-ce que c'est à 3 heures de l'après-midi d'être en maillot de corps déchiré? Regardez vos chaussettes, les doigts passent partout au travers. Regardez votre caleçon. C'est dégueulasse. Imaginez que je sois venu avec Cécile puis qu'elle vous voit dans cet état-là. Elle ne se sentirait pas responsable, mais elle se sentirait rudement mal à l'aise. Imaginez l'envers, que ce soit vous qui arriviez chez elle ou chez moi, et que vous me trouviez comme ça, avec un gilet tout déchiré, avec des chaussettes comme ça. Mais un clochard ne porte pas des chaussettes comme ça. Mais vous voulez quoi? Vous voulez prouver votre déchéance à qui? Puisque vous vivez seul, c'est à vous-même que vous la montrez. Vous vous regardez des fois dans votre glace? Oui, je me regarde, je retire sur ma joue. Puis je dis, maman, 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 regarde ce que je suis devenu. Regarde ce que je suis devenu. Freddy, sauvez-moi. Prenez-moi chez vous. Je vous donnerai tout mon argent. Arrêtez. Je ne veux ni de votre argent, ni de vous. Je veux bien vous ramener à la maison. Pour 8 jours, au bout de 8 jours, vous allez vous emmerder. Et puis vous allez emmerder votre fille. Vous savez que c'est pas possible. Je ne vous dis pas que vous êtes un emmerdeur, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de... Voilà, c'est ça, c'est vous. C'est comme votre belle-sœur. Ça va être pareil dans 2-3 ans. Alors non, il y a beaucoup mieux à faire. Et si vous regardez dans votre glace en disant « Maman, maman », ce qui m'étonne, vous vous regardez plutôt en vous disant « Bon, bah ça va, je me suis pas mal rasé. Je suis encore présentable. » Je suis sûr que vous vous dites ça. J'en suis sûr. Et je ne me moque pas en disant ça. Ne vous imaginez pas que je suis en train de dire cet idiot de Jules qui me... Non, non, non. J'ai vu ma mère jusqu'à ces derniers jours, avant de se casser. Parce que quand elle s'est cassée la jambe, alors là, c'était foutu. Mais avant que ça arrive, j'allais la voir. Elle se mettait encore du rouge aux ongles. Je vous dis pas ce qu'elle m'avait dit, mais ça vous ferait rire. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, non, je ne vais pas vous le dire. Si, qu'est-ce qu'elle vous avait dit? Oh, elle m'avait dit une bêtise qui m'avait fait sourire, et puis en même temps, je m'étais demandé si... elle pouvait être un petit peu fatiguée, mais enfin, vous aussi, vous dites des bêtises. Moi, j'en dis déjà. Elle m'avait dit, à mon âge, je peux encore avoir des enfants. Ah, quelle est bête! Oui, mais on ne fait pas attention. Elle avait dit ça. Je crois qu'elle avait peut-être dit ça parce qu'elle s'était joliment habillée. On était allés ensemble, je crois, voir un médecin. Alors elle avait mis une jupe, un corsage, une jolie veste, son sac, ses souliers, des beaux bas, puis elle s'était mis du rouge aux ongles, et puis un petit peu du rouge sur les lèvres. Comme vous faites quand on n'est pas là, je suis sûr que vous n'êtes pas toujours dans cet état-là. Sinon vous allez vous dégoûter comme ça.
Vous que j'ai connu, mais presque un petit milord. Je disais à votre fille, on dirait un notaire, ton père. C'est vrai, vous portiez bien le gilet, avec une belle cravate. Il y avait encore de l'allure, vous savez, il n'y a pas longtemps. Même maintenant, je suis sûr, là, on dirait tous les deux, bon, on va aller boire un pot à la mode Piquet. Hein? Admettons, je sors pas. Non, mais admettons. Je vous dis, habillez-vous. Vous mettez votre joli petit costard bleu, là. Une chemise en dessous, une cravate, votre bitos. Impeccable, Jules. Je suis sûr. Et vous marchez à petits pas, parce qu'à votre âge, on marche avec des petits pas, mais vous marchez jusqu'à la mode Piquet. On se met à la terrasse d'un café. Je fume une petite cigarette. Peut-être que vous en fumez une aussi. Et puis vous, votre éternel thé à la russe. Et puis moi, mon éternel eau de vitelle à la française. Et puis on regarde un petit peu à droite, à gauche. Hein? Puis on voit quelqu'un passer, on dit, regardez ce qu'il a l'air bête. Et puis on voit une femme, on dit, ça lui va bien. Je suis sûr que vous regarderiez encore de temps en temps des femmes qui s'habillent pas mal. Je suis sûr, pourquoi? Mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut vivre. Regardez aussi un journal, une revue, un bouquin. Vous écoutez le poste, mais même la télé, moi je ne l'ai jamais eu, mais je vous assure que vous regarderiez la télé de temps en temps, ça vous ferait de mal nulle part. C'est pas pour passer le temps. Tant qu'on vit, il faut marquer de l'intérêt. Si on marque plus d'intérêt, c'est qu'on est en train de descendre. Et puis au bout, il y a les grandes dents qui attendent là. Hein. Alors, un de ces jours, on en reparle. On fait ça tous les deux. Je vous emmène visiter un peu ici et là, à droite à gauche, quelque chose. Et puis on choisit ce qu'il y a de mieux. Ah, on va un peu taper dans votre argent. Ah, ben obligé. Mais il vous en reste encore beaucoup plus. Je vous souhaite de vivre très longtemps, mais vous irez jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ce que vous avez. On n'y touchera jamais. On mettra tout dans la banque où vous serez et ça restera en votre possession. Seulement, voilà, pour payer la pension, ce ne sera même pas moi, même pas votre fille, ce sera le directeur de la pension qui aura le droit de prendre tel chiffre. Voilà. Il vous le proposera et il me le proposera. Il faut quand même qu'on fasse ça tous les deux parce que il y a des moments où les chiffres, ça doit quand même un peu se mélanger. Oh, je sais encore compter. Bon, alors justement, vous savez compter, moi je sais compter, on en parlera, je viendrai vous voir tous les mois au moment de payer ça. On pourrait faire ça. Vous verrez que petit à petit, vous allez y venir. Ça sera, pour vous, je ne vous dis pas une vie nouvelle, mais vraiment une autre vie. Je suis rentré au cousin. À peine étais-je au cousin, c'est-à-dire 3 jours après. Coup de téléphone de la tante. Jules, ça va pas, faut venir tout de suite. Je voulais un petit peu plus de détails. Elle me dit, Cécile est avec toi au téléphone. Je lui dis non. Cécile est dans son atelier. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un malaise? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Je peux pas le dire. Dis-moi ce qu'il y a eu. Il est encore chez lui? Non, il est à l'hôpital. Et il est à l'hôpital, il est hospitalisé pourquoi? Ce que je savais de la tante, depuis toujours, c'est qu'elle niait l'évidence de la maladie ou elle niait l'évidence d'un accident. Elle disait, je ne suis pas là pour apporter les mauvaises nouvelles. Elle avait nié la maladie de Cécile. Elle avait nié sa propre maladie, encore qu'elle se soignait. Elle avait accusé les autres des maladies que sa nièce pouvait avoir, mais elle refusait sinon la maladie. Elle avait refusé aussi tous les malaises que Jules avait pu avoir dans sa vie d'homme. Je lui ai seulement dit, je veux te voir avant d'aller voir Jules à l'hôpital. Dis-moi à quel hôpital il est, mais arrange-toi pour me dire ce qui s'est passé. Comme j'avais la clé, je suis passé par l'appartement de Jules. En 3 jours, le grand désordre s'était installé. Le fauteuil était poussé comme renversé. Une lampe était tombée par terre. Bon, Jules avait eu un malaise. En chutant, il avait renversé la lampe. Ah, ça se passait pas comme j'avais cru. Je suis allé dans la cuisine, j'ai regardé ici et là, tout était normal. Je passais chez la tante. Chez elle, je m'installais et je lui disais, alors, tu peux me dire maintenant ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jules, il a fait une bêtise. Ah, c'est donc pas un accident, c'est pas une maladie, c'est pas une crise cardiaque.
Non, il a fait croire qu'il avait voulu se suicider. Comment tu peux dire il a fait croire? D'où tu le sais, ça? Ah, je sais pas, mais t'as appelé un médecin? Non. Pourquoi tu n'as pas appelé d'abord un médecin? J'ai appelé la police. La police n'a pas de médecin. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis dans une civière puis ils l'ont emporté. Oui. Tu leur as dit ce que tu croyais? Non. Alors ils l'ont emporté n'importe où, comme un malaise cardiaque, comme... Je sais pas. Mais t'es pas un peu folle, non? Je suis pas folle. Je la regardais, je me disais, elle veut qu'il meure. Ça fait 60 ans qu'elle attend ça. Elle va l'avoir maintenant. J'allais à l'hôpital. Je demandais déjà à voir et le médecin et les infirmières. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'on lui avait trouvé? Ce qu'on avait trouvé à Jules, ben, rien. Ça allait. Il respirait, il se levait. Il allait même de temps en temps faire quelques pas dans le couloir. Et il demandait à sortir. J'ai dit, vous savez il a fait une tentative de suicide. Ah non, non, pas avec nous, ça marche pas. Mais je vous dis qu'il a fait une tentative de suicide. Non, 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 non. De toute façon, il n'y avait rien. Aucun des signes. Est-ce qu'il avait laissé une pièce au moins qui prouverait que... Non, rien, je sais pas. Je sais qu'il avait l'intention un jour d'envisager ça et peut-être de le commettre. Et c'est sa belle-sœur qui l'a trouvé, qui a appelé la police, qui m'a dit qu'il avait tenté de se suicider. Non, non, pour nous, il boit, votre beau-père? Ah non, pas du tout. Non, parce que sinon, il a tous les signes d'un alcoolique. Oh, bon Dieu, n'allez pas lui dire ça. Bah, si vous n'étiez pas venu, on envisageait une désintoxication. Oh là là. Je peux le voir, oui. Vous le relâchez quand? Oh ben, demain ou après-demain, il rentre chez lui. Et non, il ne faudrait pas qu'il rentre chez lui. C'est un homme seul. Là, je me suis heurté à un mur. J'avais un jeune blanc-bec devant moi qui voulait m'apprendre ce que c'était qu'un vieillard. Que la vie d'un vieillard. Impossible de discuter avec lui. Il me soupçonnait tout de suite. Il voulait savoir qui j'étais. Il me regardait de haut en bas. Il avait du mépris. Je suis allé voir mon beau-père. Jules, qu'est-ce qui se passe? Je veux sortir d'ici. Non, non, pas comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Alors pourquoi êtes-vous ici? Je sais pas. Alors vous y êtes venu tout seul ou on vous y a accompagné? Non. C'est la belle-sœur qui m'a envoyé ici. Ah non mais, elle ne vous a pas envoyé ici, Jules. Elle vous a trouvé dans votre chambre, fatigué. Je voulais pas venir à l'hôpital. Ah, les gens sont venus, des hommes sont venus. Vous vous souvenez de ça? Un peu. C'était la police. Eh ben voilà. C'est la police, ils vous ont touché, ils ont trouvé que vous ne répondiez pas beaucoup aux questions, enfin, ils vous ont emmené. Et maintenant vous êtes là. Et ici, ben, les gens se demandent si vous êtes alcoolique et ils vont vous désintoxiquer. Ah, maman! Oui, ben, c'est quand même ça. Ils comprennent pas ce que vous avez. Alors, il va falloir qu'on y voit un tout petit peu plus clair. Je viens vous revoir demain. Vous restez là jusqu'à demain. Je suis retourné voir la tante. Je lui ai dit, tu me caches quelque chose. Tu es en train de tout perturber parce qu'eux là-bas ne veulent pas le garder. Ils vont le renvoyer chez lui, ça va recommencer. Ce qu'il faudrait, ce serait de pouvoir se servir de ce tout petit passage à l'hôpital pour le décider et aller se reposer dans une pension. Après quoi, on verrait. Je peux te dire que j'ai la preuve de ce que je t'avais déjà dit tout à l'heure. La preuve de quoi? Qu'il a voulu se suicider. Ben donne-la ta preuve. Ça. Alors elle cherche dans le fond d'un sac. Elle sort une multitude de petits bouts de papier ou un papier tout froissé. Sur le moment, je ne savais pas ce que c'était. Je lui dis, et ça, c'est la preuve. C'est le prospectus des comprimés qu'il a avalé, tu crois que c'est ça? Non. T'as qu'à lire ce qu'il a marqué dessus. Alors, je dépliais le papier chiffonné. Je le lissais pour pouvoir le lire mieux. Et dessus, il y avait marqué. Moi, Julius Remsas, de nationalité française, décide de me supprimer. Aujourd'hui, il y avait la date. À telle heure, il y avait l'heure. Je donne mon corps à la science. Signé Julius Remsas,
11 rue de la Comète, Paris 7e. Eh bien, je lui dis, écoute, avec ça, on ne le laisse plus rentrer chez lui. Parce que il a tenté, mais il a échoué. Il a dû bouffer 3 comprimés, mais c'est tout. C'est certainement une sorte d'appel au secours qu'il a lancé quelque part. Il ne peut pas prendre la décision lui-même. Voilà mon avis. Je comprends rien. Oui, toi, tu comprends rien, mais... Alors, il va mourir? Non, 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 tu le verras encore longtemps, n'aie pas peur. Il va pas mourir, il va rentrer dans une pension. On va le soigner un tout petit peu, mais il n'a pas besoin de grand-chose, j'en suis certain. Et puis il restera dans une pension. Et puis là, il n'y aura pas plus de comprimés que de beurre sur mes culs, tu comprends. Voilà ce qu'il y a. Et puis on ira le voir, et puis j'irai le voir aussi. Non, toi, tu n'iras jamais le voir. Toi, tu l'as toujours énervé toute ta vie. Elle n'a rien dit. Après quelques méandres à l'intérieur des hôpitaux, où les uns voulaient le lâcher, d'autres voulaient le retenir, j'ai fini par trouver le type à qui montrer ce papier sans que ça ait pour Jules une importance directionnelle, comme on dit, qui lui serait fatale. J'ai compris que le médecin auquel je parlais était juif. Et je lui ai dit, mon beau-père est juif, nous sommes des juifs. C'est un homme veuf depuis que sa fille est née. Sa fille, c'est ma femme. Sa fille a 55 ans. Ça fait donc 55 ans qu'il est veuf. Depuis une dizaine d'années, il a des difficultés, disons, d'équilibre, de caractère, de tempérament, quoi.